Ce balado vous est présenté par Outils, le logiciel qui rend vos projets d'architecture aussi organisés que vos concepts créatifs. Que ce soit pour la gestion des équipes, le suivi des budgets ou la planification, Outils simplifie chaque processus. C'est l'outil incontournable pour les firmes d'architecture au Québec, vous aidant à voir vos projets sous une autre perspective, avec efficacité et sans prise de tête. Bonne écoute! C'est vraiment un débat qui ne s'épuise pas, qui va, qui revient, celui de la formation des futurs architectes. Est-ce que les architectes devraient être davantage formés pour réfléchir, concevoir, créer, ou est-ce qu'on ne devrait pas mettre un effort, disons, supplémentaire sur la professionnalisation des architectes? Les former davantage pour les réalités quotidiennes des bureaux d'architecture, la gestion de projets, les communications, ou même les nouveaux impératifs socio-architecturaux comme l'architecture circulaire, la sauvegarde du patrimoine. Bref, est-ce que les futurs architectes sont bien formés? Je m'appelle Grégory Taillon. Et moi, c'est Marc-André Carignan. Vous écoutez Autre Perspective, notre balado signé Collectif. Bienvenue à cet épisode de Autre Perspective. Je suis vraiment content, Greg, de parler de ce sujet-là parce que la formation des architectes, parce que j'ai eu un choc en sortant d'école, je vous avoue. Ce que j'aimais beaucoup de l'école d'architecture, c'était la conception, l'architecte concepteur et tout ça. J'aimais quand même l'histoire et autres, mais c'était beaucoup le studio qui m'allumait. Et là, tu arrives dans un bureau d'architecte. Bon, certains diront que je n'étais peut-être pas dans le bon bureau, que c'est différent d'un bureau à l'autre, mais de faire des coupes de murs, de condos sur la rive sud à longueur de journée devant l'ordinateur, je trouvais ça long, mais vraiment long. J'avais hâte que le dîner arrive là, pour aller prendre une pause. Fait que là, je me suis même remis en question. Est-ce que je suis dans le bon métier? Qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, ça m'a un peu poussé à l'extérieur du métier plus traditionnel de l'architecte. Puis là, collectif, les médias et tout ça. Mais je ne sais pas, toi, Grégory, est-ce que tu as vécu un peu la même chose? Bien, je pense que ce choc-là est inévitable. Tout le monde passe par là. Ceci dit, contrairement à toi, j'ai résisté. Je suis encore là aujourd'hui. Mais je garde des assez bons souvenirs de mes années de formation. Mais quand j'y repense souvent, je me dis avoir su. Il y a des choses qu'avec du recul, je me dis, si j'avais su que c'était comme ça que ça se passait dans les bureaux, il y a certains cours auxquels j'aurais donné peut-être plus d'attention, il y a des ateliers auxquels je me serais peut-être plus donné dans le projet. On dirait que je me dis, j'aurais fait les choses autrement. Mais ça, on se dit souvent ça, hein? C'est ça, après coup, mon Dieu, c'était le temps de créer, c'était le temps de faire des projets, pas de budget puis pas de code. Oui, puis en même temps, on n'en profitait pas assez. Dans les cours techniques qui, on dirait, nous intéressaient moins, je me dis, il y avait peut-être des choses à aller chercher là qu'on voyait pas à l'époque, on comprenait pas l'intérêt. Ça va être intéressant. On va discuter donc avec nos trois invités. C'est le fun parce qu'on a un mélange de McGill, Université de Montréal, Université Laval autour de la table. Donc, on va couvrir un peu toutes les écoles. Je te laisse nous les présenter. On a avec nous Anne Cormier, architecte, membre fondatrice de l'atelier Big City et également directrice de l'école d'architecture de 2007 à 2015. Elle a aussi enseigné à plusieurs autres écoles aux États-Unis, ailleurs au Canada. Donc, bonjour Anne. Bonjour Anne. Bonjour à vous deux. Elle est gênée du CV que tu viens de faire. Ben oui. On t'a parlé des études. J'en ai coupé le 3/4 en plus. On a également Christelle Flamand avec nous, qui est architecte patronne de la firme Prism, une firme qui engage plus de 50 personnes. Donc, évidemment, des stagiaires, des gens qui sortent de l'école. Vous êtes rendu à combien, là? On arrive à 60. 60, bon. Voilà. Ben oui. Bonjour, Christelle. Et également, Julien Landry est avec nous, donc architecte pour la firme Jourdouin-Lamarre-Pratt à Montréal. Julien a également été représentant des stagiaires sur le conseil d'administration de l'Ordre des architectes du Québec en 2018 et 2020, et également membre du comité de la relève de l'Ordre des architectes du Québec entre 2020 et 2024. Bonjour, Julien. Bonsoir. Un gars très impliqué, on aime ça. J'aimerais ça peut-être qu'on débute, là. On va y aller vraiment avec la base, là. Avant de se lancer, est-ce qu'on devrait aller plus dans telle direction ou moins dans telle direction? Bon, Anne, j'irais peut-être avec toi. La formation d'architecte aujourd'hui, là, dans les années 2020, là, ça va de où à où? Et c'est quoi finalement le parcours du futur architecte? Je commencerai en disant que la formation, elle ne s'arrête pas à l'université. Hein. Il y a les 2/5 de la formation qui se font dans les bureaux. Il y a 2 ans de stage qui doivent être complétés en bureau d'architecture, en situation professionnelle. Ça, il ne faut absolument pas le perdre de vue. Puis, en fait, au niveau de la formation, je crois qu'elle n'a pas changé de façon
extraordinaire, ou en fait dramatique, là, depuis qu'on a tous fait nos études. Faut être peut-être problématique. On va en discuter. On va en discuter. Déjà, ça part. Mais c'est sûr que le travail en atelier est hyper important. Donc, c'est un travail d'apprentissage à la conception, à la représentation. Et puis, il y a plusieurs cours qui portent sur l'histoire, la théorie, la construction et plusieurs autres aspects. Puis, il faut aussi noter qu'il y a le Conseil canadien de certification en architecture. C'est une formation qui est régie, qui est encadrée. Donc, les écoles d'architecture... Surveillée, qui est très surveillée. Examinée. Donc, voilà. Oui. Et si on veut faire une modification, est-ce qu'il faut absolument passer par eux, finalement? Si l'université dit « j'aimerais ça prendre telle direction ou telle autre direction ». En fait, c'est plutôt le CCCA qui va constater la modification lors de la visite et puis qui fera ses commentaires en conséquence. Mais on a une liste de plusieurs critères qu'on doit absolument respecter. Et là, Christelle, j'ai bien aimé ta réaction. Il y a peut-être un problème, ça n'a pas beaucoup évolué depuis un certain temps. Vas-y, exprime-toi. Bien, en fait, c'est parce que même entre le moment que nous, on est sortis de l'école, moi, ça fait quand même depuis 2009 que j'ai terminé la maîtrise, et aujourd'hui, le domaine de la construction a changé, et donc le métier de l'architecture a changé, a évolué. Et là, c'est vraiment juste une question faut se reposer la question. Le rôle de l'architecte est encore relativement le même, mais dans le milieu d'aujourd'hui, il y a peut-être des adaptations à apporter. Parce qu'on voit quand même le clash, on le dit, là, il est vécu par quasiment tous les élèves au sortir de l'école. Puis là, la question, c'est est-ce qu'on veut avoir un aussi gros clivage entre l'académie et le marché du travail, ou est-ce qu'on n'essaye pas de trouver une manière de garder ce qui est bon actuellement, mais de trouver une manière de faire un pont un petit peu plus direct entre le théorique et la pratique pour faire en sorte que peut-être qu'avant d'aller même au stage, il y a peut-être des personnes qui se rendraient compte de « c'est pas le métier finalement qui est pour moi ». Au lieu d'avoir fait 3 ans de bac, 1 an et demi de maîtrise, d'avoir investi quand même du temps, d'arriver sur le marché du travail et d'être constamment déçu. C'est quand même décevant pour un étudiant, mais pour les employeurs qui sont constamment en train de péter des ballons à tout le monde, c'est aussi un peu... péter des ballons. On est malheureusement ceux qui arrivent et disent « ben oui, c'est super le fun, ce que tu as appris à l'école, mais voici ce que je m'attends de toi comme employé maintenant. Ouais. » Donc, je pense qu'il y a comme peut-être un petit pont un petit peu plus grand à faire entre la théorie et la pratique pour vraiment essayer de faire en sorte que les étudiants savent un petit peu plus à quoi s'attendre rendu au marché. Anne veut un droit de réplique, mais là, je veux juste faire parler Julien, parce que je le vois là aussi de l'autre côté. Est-ce que tu as pété souvent ta balloune, Julien? Péter la balloune, c'est vrai qu'il y a des prises de conscience qui arrivent sur le marché du travail. Puis la question des ponts, je pense que je ferais dans ma réflexion par rapport à la formation, je pense que je me situe beaucoup à la même place que toi, Christelle. Puis en fait, comme Anne, j'ai un peu fait l'exercice de voir c'est quoi la formation d'architecture, c'est quoi la grande structure, puis c'est le bac, comme on l'a dit, le bac, la maîtrise, le stage, puis j'inclurais à ça l'exact. Je pense que l'exact, l'admission fait aussi partie de compléter la formation. Puis, avant de questionner le processus, je me suis posé la question, mais à quoi servent toutes ces étapes-là? Puis bien, finalement, le bac, à mon sens, il sert à apprendre c'est quoi un projet d'architecture. C'est quoi la conception? C'est quoi les réflexes de créateur, de concepteur qu'on doit développer? La MH, on plonge un peu plus dans c'est quoi notre sens critique comme architecte, c'est quoi de la recherche en architecture, c'est quoi comment on peut devenir plus autonome. Puis déjà des notions de pratique professionnelle qui, je ne me trompe pas, sont des requis du CCCA. Puis ensuite, le stage. Puis là, c'est vrai que le pont est gros. OK, c'est quoi les vraies étapes d'un projet? C'est quoi de la coordination? C'est quoi de la conception technique? C'est quoi de la gestion de projet? Relations clients, les contrats, tout ça, c'est là qu'on plonge. Puis, chantier, souvent on n'en a pas fait beaucoup à l'école. Puis, les négociations avec la ville. Bref, il y a beaucoup d'étapes, tout d'un coup, qui sont à acquérir pendant le stage. Puis, finalement, l'exact où je trouve qu'on vient clarifier des apprentissages. Parce que c'est ça, on accumule des questions pendant le stage que, on commence à étudier, puis on répond plein de points d'interrogation qui se sont accumulés, puis validation, les examens. Puis pas de recul par rapport à ça. Je pense que la structure est quand même assez bonne. La structure, le fil directeur dans tout ça est assez bon, mais après ça, comment on peut améliorer cette structure-là? C'est quoi les ponts qui peuvent se créer entre le stage? Puis comment qu'on peut... Je pense que ça se passe surtout au niveau de la MH. Je pense qu'il y a des choses qui seraient importantes d'apprendre à la MH qu'on ne fait pas. Droit de réplique à Anne. Droit de réplique, oui. D'abord, je voudrais préciser que oui, il y a une continuité dans l'enseignement de l'architecture, mais que l'enseignement d'architecture est mis à jour régulièrement aussi. On est tous tout à fait conscients qu'on n'exerce pas l'architecture aujourd'hui comme il y a 50 ans, il y a des choses qui ont changé. Puis l'enseignement s'est enrichi de ces changements. Et
est-ce que tous les stagiaires qui arrivent dans un bureau subissent un choc énorme, traumatique, sont suivis par des psys pendant des années? Je ne suis pas certaine. Mais par contre, je crois que le point qui est soulevé est très intéressant. Et en fait, est-ce que vos bureaux seraient prêts à accueillir des étudiants avant leur première année pour un stage d'une semaine ou après leur première année pour un stage, évidemment, qui ne compterait pas dans la formation requise par l'OAQ pour toutes les... Un peu comme ce qu'on fait au secondaire, là, Oui, finalement. un peu comme choix de ce qu'on carrière. fait au secondaire, choix de carrière pour avoir une idée plus du terrain. De la même façon que c'est très difficile d'amener une centaine d'étudiants sur un chantier de construction. Je l'ai déjà fait, puis je ne le fais plus. C'est trop compliqué. Ben oui. Je pense qu'il y a plusieurs chargés de professeurs et chargés de formation pratique et chargés de cours qui le font, mais des visites en bureau d'architecte ou des petits stages courts, ce serait pas mal. Moi, je le fais régulièrement. Oh, Je peux répondre. OK. En fait, on a des jeunes explorateurs qui viennent même du secondaire, donc qui viennent voir c'est quoi la vie de bureau. À chaque année, on en a 1, 2. Donc, toi, tu pètes la bulle plus vite. Moi, c'est je ça? pète la bulle. J'essaie de péter Dès la le bulle. secondaire. Dès le secondaire. Je recrute très tôt. On accueille les enfants de mes employés aussi faire OK, des journées. d'accord. Bon. Et donc, on est très ouvert là-dessus. Mais non, mais concrètement, les stages, nous, on les recommande tôt. Moi, je suis une fille qui a fait mon stage. Mon premier stage, je l'ai commencé l'été à ma 2e année de bac. Et j'ai vu la différence parce que j'ai profité de mon parcours académique beaucoup plus parce que j'avais d'un côté mon vécu marché, puis de l'autre côté, j'avais un regard critique qui se créait déjà avec un parallèle. Puis je le recommande fortement. J'ai plusieurs jeunes stagiaires qui commencent dès la 2e année de bac. J'en ai un qui passait son examen aujourd'hui, qui a commencé à sa 2e année de bac, qui est encore là. Et je fais beaucoup cette promotion-là. Puis à chaque fois, je leur dis la même chose. Profitez de vos années d'école parce que, justement, c'est le temps de rêver. Mais en parallèle, avec un regard critique du marché du travail, c'est comme le meilleur des deux mondes parce qu'on peut questionner, avoir un regard critique, profiter des enseignants, d'avoir vraiment le meilleur des deux mondes. Pour moi, c'est l'idéal. Mais d'ailleurs, tu me disais avant d'enregistrer que tu embauchais toujours un peu plus d'employés ou de stagiaires parce que tu sais qu'il y en a qui vont débarquer en cours de route. C'est intéressant quand même. Bien, quand même. Là, souvent, on reçoit au moins 4 stagiaires finissants par année parce que, justement, il y a quand même un clivage dans leur attente peut-être du marché du travail, puis c'est correct. Puis moi, à chaque fois, je leur dis, vous êtes là pour justement venir voir qu'est-ce que c'est. Ça se peut que ça soit pas du tout le type de projet qu'on fait à notre bureau. Ça se peut que vous soyez intéressé plus par la muséologie ou en tout cas, bref, chacun a quand même des intérêts différents. Puis je pense que c'est l'âge d'essayer, mais c'est juste dommage parce qu'il y en a qui arrivent à 28 ans, ils sortent de l'université, puis ils ont quand même une volonté de vouloir grandir le plus vite possible professionnellement parce qu'on sort quand même assez tardivement de l'université, quand même, pour certaines personnes. C'est 25, 26, 27 Avec ans. la maîtrise, les stages. Avec les temps, s'ils ont pris 3 ans au cégep, s'ils n'ont pas été vraiment parfaits, s'ils ont pris 1 an entre le bac et la maîtrise, bien, on finit tout ça quand même tardivement. Fait qu'il y a comme la volonté de vouloir grimper rapidement ou d'avoir un meilleur salaire, mais en même temps de vouloir trouver une chaussure à son pied rapidement. Puis Greg, quand on préparait le balado, une des questions que tu m'as posées, c'est est-ce que la formation universitaire est un peu trop portée sur l'architecte concepteur, donc le star, pas le star architect, j'exagère peut-être un peu, mais Anne me regarde, ouais, j'exagère un peu. Design excellence. Non, mais est-ce que c'est trop porté sur la conception? Je te laisserais peut-être un peu... C'est sûr qu'il y a beaucoup de programmes qui tournent autour de ça. On fait une maison pour un artiste avec un sujet précis, un concours de bibliothèque. C'est des projets très intéressants, très stimulants, mais il y a peut-être ce décalage-là avec la profession qu'on se dit peut-être qu'il aurait fallu, durant le parcours, faire un immeuble à condo sur la rive sud ou faire l'agrandissement d'une caserne de pompiers à Blainville. Peut-être qu'il faut le faire Il faut le faire dans un cadre structuré et scolaire. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec l'agrandissement de la caserne à Blainville. Un bon agrandissement d'une caserne. Exactement, on va ça. chercher la qualité partout. Puis, je ne veux pas péter votre ballon, mais en fait, dans les ateliers d'architecture, les sujets qu'on fait sont très variés aujourd'hui. C'est parce qu'il vient de l'Université Laval, là, c'est pour ça. ça. Et à une autre époque. Mais je pense que pour être plus précis, en fait, quand je parlais d'amélioration qui pourrait être apportée, c'est exactement ça. C'est de prendre un projet résidentiel.
mais de l'amener dans livrer le plan pour construction, de le faire au moins une fois ça, pendant ses études. Il y a des ateliers à l'Université Laval, je sais qu'ils le faisaient, mais c'est un choix, c'est une option. Donc, c'est pas tout le monde qui l'a fait. Mais il me semble que comme architecte, ça serait quand même rudement pertinent d'apprendre à livrer un plan complet, d'avoir conçu d'abord le projet, puis de livrer les plans pour construction. Je pense que c'est une bonne bouchée pour un étudiant à la maîtrise, mais ce serait un très bon apprentissage. Moi, j'aurais plus tendance à complexifier les ateliers plus on avance, puis que les profs arrivent avec même des bombes en milieu d'atelier qui changent, un revirement de situation. Hey, il faut couper, une décision de client. Il faut couper 2 millions au projet. Qu'est-ce que vous faites? Puis là, tu sais, OK, mais là, on commence à rentrer dans de la gestion. J'ai l'impression qu'il faut les laisser. Oui. Non, mais je pense que le niveau... Je suis d'accord avec Anne. Les ateliers que j'entends, les étudiants, ils me disent il y a quand même un niveau de complexité de projet qui est de plus en plus varié. Il y a une sensibilité, il y a une actualisation. Les projets d'atelier sont choisis de plus en plus. Mais la question, c'est ça, c'est qu'est-ce qui est attendu de l'élève. Voyons, j'arrête pas de dire élève, excusez, c'est ma déformation, je fais beaucoup d'écoles. Qu'est-ce qui est attendu de l'étudiant qui commence sa première année de bac versus celui qui finit sa maîtrise? Pour moi, dans un atelier, c'est clair qu'il y a un monde. Là. Au début, on apprend beaucoup plus la conception, la conceptualisation et tout ça, mais plus on avance, j'ai l'impression qu'il faudrait justement amener des degrés de difficulté, de la coordination. Un ingénieur qui dit « Hey, tu peux pas faire ça », il faudrait comme amener un peu du réalisme. Ben, même le code, quand je faisais mon introduction tantôt, puis je te disais, je disais, c'est parce que tu me regardais avec des drôles de yeux, Anne, pas de code, pas de budget et tout ça. C'était un peu la réalité à l'université. Moi, j'ai mes 3 ans de bac, s'il fallait que je mette deux sorties de secours, une rampe d'accès, puis c'était à peu près ça, le code de construction dans mes projets studio. Là. Donc, c'est quand même une réalité. Puis, l'accessibilité universelle, j'ai animé une journée avec un de tes collègues, Jean-Pierre Chupin, à l'Université de Montréal, sur la question de l'accessibilité dans l'aménagement bâti. Et les élèves ils ont peut-être 5 heures, puis il y a quelques-uns qui vont prendre des spécialités dans la chaire de recherche, notamment de Jean-Pierre ou autre, sur la question de l'accessibilité. Mais pourtant, c'est essentiel, là, parce qu'on exclut du monde dans nos designs et tous les jours en tant qu'architecte si on n'est pas sensibilisé à ça. Puis le cas de la construction, on s'entend, c'est minimal. Là. Et c'est ce que je retenais de cette journée-là après mon animation, c'est qu'on réalisait à quel point on n'était tellement pas sensibilisé dans le cursus scolaire. Bref, est-ce qu'on devrait, puis tu l'as un peu évoqué, Julien, aussi, la question de est-ce qu'il devrait y avoir d'autres cours un petit peu plus, je pense, le marketing, les communications, tu as parlé de relations clients. Gestion de projet. Est-ce qu'on devrait aller un petit peu plus vers ça? Ou... Ben, écoute, pour la question de l'accessibilité, là, il y a un effort réel qui est fait, je vais parler pour l'Université de Montréal, pour intégrer ces notions-là dès le début des apprentissages pour que ce ne soit pas une sorte de band-aid sur le projet à un moment donné. À la fin, c'est vraiment de travailler aux questions d'inclusivité dès le départ, en amont. Et là, j'ai oublié la deuxième partie de ta question. Ben, c'était de savoir les cours un peu plus complémentaires. Les cours professionnels de niveau qui sont plus professionnalisants, ceux-là, on les trouve davantage à la maîtrise. Donc, il y a quand même un cours qui traite de la pratique professionnelle et un autre cours qui traite de questions immobilières. Donc, c'est quand même 2 sujets. Bon, jusqu'à quel point les étudiants sont attentifs, je ne sais pas. C'est le gros défi, c'est d'attirer les étudiants puis de les rendre intéressés à ces sujets-là trop tôt, des fois. Est-ce qu'il y a des choses qui devraient être plus abordées puis des compléments de formation dans le stage? Est-ce que ce serait un meilleur moment? Écoute, peut-être, là, mais moi, je me souviens très bien. J'ai fait mes études à McGill, donc on a dû avoir des cours similaires, même s'il y a un petit décalage dans le temps. Honnêtement, moi, les cours professionnalisants à McGill, j'étais une bonne élève, donc je les faisais de façon studieuse, mais je comprenais pas du tout ce que ça avait comme implication dans la pratique. Ah, c'est ça. Mais la question aussi, c'est la question que tu as posée à Grégory tantôt, le côté conceptuel, c'est peut-être de peut-être penser aussi qu'il y a plusieurs types d'architectes, il y a plusieurs intérêts. Il y a des architectes qui vont aller vraiment plus vers la conception, puis il y en a que dès le début de leur parcours, ils savent qu'ils ne sont pas concepteurs nécessairement, mais qui préfèrent, eux autres sont très pragmatiques ou, je sais pas, ils ont chacun leur personnalité. Fait que c'est de se questionner aussi, de se dire, OK,
peut-être dans les premières années, on est plus généraliste, mais est-ce qu'on peut, avant la maîtrise, déjà saisir un choix autre qu'une option de 1 crédit, que j'ai un cours de 1 heure par... Tu sais, je veux dire, il y a comme peut-être une manière de sélectionner un petit peu plus précisément selon des types d'architectes, parce qu'on le sait que c'est pas tout le monde qui deviennent concepteurs à la fin, mais puis il y en a justement qui sortent de l'école puis ils savent qu'ils s'en vont en gestion de projet puis qui sont vraiment axés là-dedans. Donc, je pense que ça prend peut-être un petit peu une plus grande variété d'aller voir à l'ETS. Là, sinon, ça finit que moi, j'envoie beaucoup d'élèves de mes jeunes stagiaires en formation où j'intègre des formations à l'interne dans l'entreprise pour les former en gestion de projet parce que je le vois que c'est un besoin essentiel. Donc, c'est de voir comment on peut trouver... Bien, si on parle de la gestion de projet, il y a quand même des programmes en gestion de projet à la faculté et il est possible pour les étudiants de prendre des cours optionnels ou des cours au choix en gestion de projet. Si on parle de cet aspect-là en particulier, mais en même temps, tu soulèves une autre question. En architecture, il n'y a pas de spécialisation. Non. Est-ce qu'on doit aller vers la spécialisation? Ça, c'est une question qui relève de l'ordre plus que des écoles. Un peu comme en médecine, finalement. Là, donc, d'avoir des... Donc, on fait la base de médecine, puis après ça, on se spécialise dans des domaines plus précis. Là. C'est ce que j'entends, oui. Ben, c'est une question. C'est une question. Mais on reste quand même des généralistes, donc qui doivent être capables de tout faire, à peu près. Du moins, d'avoir des... En ce moment, c'est le cas, oui. Donc, en gestion de projet, je pense que c'est quand même... On est tous des professionnels, donc en gestion de projet, en communication, en compréhension de c'est quoi un contrat, puis où s'arrête et commence notre service professionnel. Je pense que ça, on devrait quand même tout le monde être capable d'avoir des connaissances solides. Tu as parlé de relations professionnelles clients tantôt. Qu'est-ce qu'on devrait apprendre à l'université? Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé puis qui revient souvent dans les discussions qu'on a eues au comité de la relève dans les dernières années, c'est les aptitudes professionnelles. On est beaucoup évalué, en fait, dans l'Exac, sur des savoir-faire professionnels, beaucoup de nos connaissances techniques, sur comment faire de l'architecture vraiment dans son sens le plus pur possible. Mais au niveau professionnel, c'est quoi? C'est des attitudes en communication. Comment bien communiquer avec un client, avec tous nos intervenants, avec la ville. En fait, être capable d'adapter son discours. Je pense qu'à l'école, effectivement, il y a peut-être une lacune à ce point-là où on parle beaucoup d'architecture entre architectes. Puis c'est important de... Ça, peut-être qu'on devrait apprendre puis le mettre en pratique, faire des exercices, être capable d'adapter son discours dépendamment de à qui on parle. J'ai quand même l'impression que c'est le genre de choses qui est fait dans d'autres formations. Disons, mettons qu'on prend un exemple en santé. Je pense que c'est des choses qui sont déjà mises en pratique à l'école. Ça, c'est vrai qu'on ne le fait pas vraiment. Mais est-ce que le stage, Anne parlait beaucoup du stage tantôt, puis que c'est 2/5 de la formation, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on apprend un peu plus? Je pense que ça serait le meilleur moment de le faire. Mais encore là, je pense que le stage, peut-être qu'on y viendra plus tard, mais le stage, je pense que pour qu'il soit réellement efficace, il faut le repenser. Il faut avoir un meilleur engagement des employeurs, en fait des maîtres de stage, accepter les enjeux de la dualité employeur et formateur. Quand on est un maître de stage, c'est vrai, c'est compliqué avoir à la fois le chapeau d'employeur et de maître de stage parce que c'est pas toujours réconciliable. Des fois, il y a des enjeux de bureau qui se glissent là-dedans. Donc, je pense que au niveau de la pédagogie du stage, il y a tellement de choses à apprendre que si on veut bien les apprendre, il y a peut-être une notion de fragmenter l'apprentissage, répartir les apprentissages, au lieu de cumuler des questions, faire un rush d'études puis passer les examens. Au niveau de la formule pédagogique, je trouve qu'on n'a pas besoin d'y penser très, très longtemps pour se dire est-ce que c'est la formule la plus efficace. Puis des sujets comme, je pense, là, de plus en plus, on parle d'architecture circulaire, le patrimoine. Bon, vous avez une excellente collègue, là, Claudine Déhomme, à l'Université de Montréal, qui pousse beaucoup dans cette direction-là. Est-ce que c'est des... En fait, je suis surpris. J'ai l'impression, peut-être je me trompe parce que je suis peut-être moins connecté que toi, Anne, ou Julien ou autre, mais j'ai l'impression que c'est tellement rendu important, mais qu'à l'école, est-ce que jusqu'à quel point c'est présent dans les formations? C'est présent. Oui, c'est présent. Écoute, si je pense aux ateliers de troisième année du bac, là, où les étudiants, au moment où les étudiants ont un choix d'ateliers possibles, la question de l'intervention sur un édifice patrimonial revient souvent. Cette année, au premier trimestre de la maîtrise qui est consacré au projet complet, les étudiants ont travaillé avec un édifice à valeur patrimoniale. Donc, ces questions-là sont de plus en plus intégrées aux enseignements. L'architecture circulaire, si je peux continuer, je pense que d'emblée, les plus jeunes sont déjà sensibilisés beaucoup par rapport à ça. Fait qu'on n'a pas besoin de leur faire un cours sur l'importance de l'environnementalité des projets. Par contre, je pense que c'est plus de comprendre les enjeux parce qu'on a tous le goût d'être vraiment, d'avoir les projets les plus éco-responsables, mais l'enjeu reste encore quoi?
la question des clients. La question des clients, est-ce qu'ils sont prêts à payer pour aller là? Parce qu'il y a une compréhension difficile à faire avaler des fois à certains clients, de dire oui, ça va te coûter plus cher, mais sur le long terme, ton retour sur l'investissement est plus long et tout ça. Donc, tu sais, encore là, les enjeux de l'architecture circulaire est encore beaucoup plus dans notre cours au niveau des employeurs puis du marché. Mais, tu sais, moi, ça, je pense que l'université n'a pas à changer du tout à ce niveau-là parce qu'au contraire, il faut quand même garder ce côté idéaliste des jeunes qui sortent de l'école parce qu'ils veulent changer le monde. Ça, je pense qu'il faut garder cette vision-là parce que c'est eux qui arrivent chez nous puis qui veulent en faire plus puis ils ne prennent pas un nom comme une finalité, mais ils essayent de trouver autrement. Mais il faut quand même leur faire comprendre l'enjeu. Mais ça revient, tout ce qu'on parle, j'ai l'impression qu'il y a quand même une analyse à faire sur le rôle de l'architecte au Québec maintenant. Dans un autre épisode, Mais non, mais c'est vrai parce que quand on va se questionner sur c'est quoi l'objectif du rôle de l'architecte au Québec, puis on a plusieurs rôles, on a plusieurs chapeaux, on le sait. Bien là, justement, peut-être qu'il y a certaines questions dans le parcours scolaire qui vont se répondre de soi en se disant, OK, mais qu'est-ce qu'on veut que les architectes soient au Québec maintenant? Puis c'est peut-être là qu'on va avoir une solution de dire, ah bien, peut-être que ça vaudrait la peine de leur donner des aptitudes de communication pour être capable de parler aux autres, d'inclure un peu plus et de moins parler entre nous, mais de sortir un petit peu du réseau d'architectes pour mobiliser un petit peu plus de gens. Mais ça, je dirais qu'on y travaille parce qu'il y a des projets qui se font avec des communautés. Puis là, il faut que, que la communication passe, sinon ça ne sert à rien. Hein? Ça sert à rien. Puis il y a aussi des ateliers interprofessionnels. Donc, en particulier, il y a un atelier qui est conjoint avec Polytechnique. Et ça, c'est assez génial parce que c'est des rencontres de cultures qui sont totalement différentes. Et ce sont des chocs... Interdisciplinaire, mais salvateur, en quelque part. En fait, très enrichissant pour tout le monde. Il y a aussi du travail qui est fait. Il y a des ateliers qui sont donnés conjointement. Je dirais conjointement parce que c'est pas des ateliers pour les Premières Nations, mais c'est des ateliers avec les Premières Nations. Donc là encore, il y a tout un travail de communication qui n'est pas celui du discours peut-être un peu obscur des architectes parlant entre eux. Oui. Donc, cette question de communication, elle n'est probablement pas la même que ce qu'on retrouve dans la pratique, mais les écoles y sont sensibles. Et puis je pense que le filon est vraiment là. C'est l'exemple que je voulais donner de mon point de vue personnel. Malgré cette lacune-là que j'ai sentie dans les études au niveau de l'acquisition des aptitudes professionnelles, c'est à travers des projets de recherche où j'ai l'impression que, pour une fois, j'ai appris à adapter mon langage. Parce que, comme tu dis, j'ai eu la chance de participer à un projet de recherche qui s'appelle Habiter le Nord québécois. Donc, c'est du travail avec des communautés autochtones, c'est du travail avec des professionnels, c'est de travailler avec des décideurs publics, d'organiser des grandes discussions avec tous ces gens-là dans la même salle. Donc là, tout d'un coup, on comprend qu'on ne peut pas trop jargoniser, utiliser des termes qu'il y a juste nous qui comprenons en architecte. La matérialité, c'est pas clair pour personne de quoi on parle quand on dit ça. Donc, c'est extrêmement formateur. Vulgariser. Puis dans le bon sens du terme, c'est pas diminuer le niveau de langage, mais c'est être capable de parler clairement puis de se faire comprendre. Vous avez parlé de choc professionnel tantôt, puis Christelle, tu disais des fois, c'est ça, il faut... tu pètes un peu des ballons ou des choses comme ça. Greg, justement, dans l'enseignement, des fois, est-ce qu'on pète assez de ballons? Tu t'as amené une conversation intéressante quand on préparait le balado, quand même. Ben oui, en fait, on est quelques-uns à avoir fait un échange étudiant en Europe, puis une des choses qui revient souvent, c'est le contraste entre l'enseignement entre l'Europe et au Québec. Puis quand on vient, on se rend compte qu'on dirait qu'on est peut-être trop gentil ici. Tout est très positif, les notes sont toujours hautes, tout le monde passe. Tout le monde est content. En Europe, on le sait, c'est complètement autre chose. L'enseignement est dur, très sévère. Quand tu as 10 sur 20, tout le monde festoie. Est-ce qu'on est trop gentil dans notre enseignement? Est-ce qu'on n'est pas assez sévère? Écoute, les choses ont changé. Hein? Pas assez Attends, dans quel sévère. sens, là, les choses ont changé? Il y a une époque où, écoute, je me souviens, et c'est peut-être une légende, d'un professeur arrivant à McGill tard le soir, la veille d'un rendu, et on fumait à l'époque, qui est arrivé à la table d'un étudiant et puis qui a laissé tomber les cendres de son cigare sur son dessin et qui les a écrasés dessus parce qu'il jugeait que le dessin n'était pas à la hauteur. Donc, les choses ont changé et quand tu dis pas assez sévère, je dirais que l'approche critique, est bienveillante. Et plus bienveillante. Écoute, je me souviens, il y a quelques années, j'avais amené des étudiants pour un
hors les murs à Paris. Puis on avait été à des critiques d'étudiants parisiens. Et dans un des rapports des jeunes qui étaient avec moi, elle avait écrit We're not in Kansas anymore. Là, c'était une référence au magicien d'Oz. Ouais. Toto, We're not in Kansas anymore. Là, c'est comme, wow, il y a quelque chose d'autre qui se passe ici. Et je pense que nos façons de faire sont plus respectueuses qu'elles ne l'étaient. Mais entre le respect puis le côté la un petit peu complaisance. Plus... Ouais, c'est ça. Entre le respect et la complaisance, je suis tout à fait d'accord. Il y a une marge et je pense que la complaisance n'a pas sa place nulle part. Je vais le dire, là, c'est purement québécois. Là. On est très complaisant. On n'aime pas la chicane. Hein? Oui. Mais ça, c'est généralisé. Ça fait, tu sais, je veux dire, au primaire, il n'y a pas d'échec. Au secondaire, il y a à peine d'échec. Tu sais, normalement, l'échec fait partie de l'apprentissage. Mais sans aller jusque là. C'est ce que j'allais... Oui, moi aussi, j'allais continuer. Allons-y. Mais en fait, sans aller jusque-là, ça serait peut-être juste des fois d'avoir l'honnêteté. Tantôt, on parlait du fait que c'est pas tout le monde qui a nécessairement le profil de concepteur. Et c'est très bien comme ça. Est-ce que des fois, il faudrait pas l'assumer et avoir cette discussion-là, dire c'est peut-être pas le filon dans lequel tu vas être le plus fort. Et c'est correct. Nous, on travaille même en entreprise. Nous, on travaille sur un référentiel de compétences. Donc, il y a des compétences attendues. Mais c'est quoi la compétence? La compétence, elle est adressée de manière différente à chacun. Mais si, justement, on trouve un filon comme... C'est quoi la rigueur chez Prism? On a un référentiel qui nous dit d'être rigoureux. C'est ça, les attentes associées à cette compétence-là. Donc, comme tu dis, plus on balise les manières de déterminer ou de noter, si on veut, les compétences des gens... il y a beaucoup de notions qui sont faites dans d'autres entreprises maintenant là, qui travaillent beaucoup là-dessus, qui fait en sorte que c'est beaucoup plus clair de dire « Ah, OK, bien oui, c'était pas mauvais, mais il manquait de... C'est pas assez rigoureux comme rendu. » On peut avoir un peu plus de facilité à noter sur des compétences et non pas juste y aller en « j'aime ça, j'aime pas ça ». Parce que quand on est dans la subjectivité, ça peut devenir facilement critique comme ça. Bien, si on veut éviter ça, il faut aller chercher un référentiel de compétences et donc des attentes beaucoup plus claires attendues. Julien? L'idée de mettre des critères, je pense que en partant, c'est super intéressant. Puis je pense d'être plus exigeant aussi au niveau de l'évaluation. J'ai participé dans les dernières années à plusieurs critiques à l'Université Laval. Puis effectivement, j'ai toujours un peu ce questionnement-là où des fois, on le sait qu'on est devant un projet qui est loin d'être excellent, même qui est pas très bon, qui n'atteint pas le niveau attendu d'avancement. Mais reste qu'on est devant une classe complète. Bon, OK, là, on constate ça sur la base d'une communication orale puis d'une présentation à un moment donné. Est-ce que je suis prêt à porter des commentaires qui vont peut-être insécuriser l'étudiant, puis qui vont peut-être plus lui nuire que de l'aider dans son processus? Je pense que ce rôle-là d'être plus exigeant reviendra au professeur, de prendre un pas de recul. Je pense qu'il faut... La critique en architecture a une limite comme mode d'évaluation. Puis je pense que c'est super intéressant parce que tout le monde bénéficie des commentaires qui sont faits. Mais en contrepartie... Tout est dans la manière, j'imagine. Tout est dans la manière, mais c'est ça, c'est que critique ne veut pas dire constructif. Non. Puis ça, pour moi, c'est super clair. Puis je pense que c'est au professeur, par la suite, de faire un ménage dans tous les commentaires qui ont été dits, puis de cibler les lacunes majeures, puis de ne pas avoir peur de le faire. Puis quand il y a des critères, comme tu le dis, ben c'est plus facile. Puis c'est plus clair pour tout le monde, c'est quoi qui est attendu. Non, puis tu veux pas briser des carrières parce que justement, il y a des gens qui vont pouvoir se diriger dans différentes branches de l'architecture ou connexes. Tu sais, je donne un exemple parallèle, mais tu sais, on pense à Pierre Lapointe, le chanteur Pierre Lapointe, qui s'était fait dire lors de sa formation, voyons, tu réussiras jamais dans la vie avec tu sais, parce qu'il avait un style très particulier et tout ça. Puis aujourd'hui, je veux dire, tu sais, et nombre d'artistes se sont fait dire ça aussi, là, t'es pas à la bonne place. Lady Gaga aussi? Ah, ben, je notamment, sais pas ça. Oui. Bon, ben voilà. Donc c'est ça, mais c'est dans la manière de le faire, là. C'est OK, intéressant. Je pense qu'il y a quelque chose aussi à l'école qu'il faudrait que ce soit plus clair, c'est que la conception, c'est pas juste non plus l'établissement du grand parti, des grands volumes, les grands gestes. La conception, c'est aussi la réalisation puis le développement d'un projet. Ça, je pense que si on en parle de ça, bien, ça va aussi dédramatiser puis enlever l'impression qui peut faire très peur aux étudiants en architecture parce que tout d'un coup, on peut avoir... Moi, je l'ai eu dans mes débuts d'études, l'espèce de syndrome d'imposteur de « je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un créateur ». Puis au final, quand on commence à comprendre, mais c'est quoi finalement de la conception architecturale, bien, c'est plus facile. Puis c'est plus clair pour tout le monde, c'est quoi qui est attendu.
On a une profession qui évolue rapidement ces 15 dernières années, notamment avec l'arrivée, il y a BIM est une chose. Je me souviens, il y a une époque pas si lointaine, il y a quelques années, cette expertise BIM dans les projets, on ne l'avait pas et c'était quand même ardu. Et là, il y a l'intelligence artificielle qui va probablement venir bouleverser la profession de façon assez importante, là. Est-ce que les universités adressent ces choses-là et comment on le fait? Parce que c'est sûr qu'on va... 8 itérations d'un plan en 30 minutes, on va avoir ça dans pas si longtemps, là. Je pense qu'on l'a déjà. On l'a déjà, bon. Malheureusement. Mais moi, je peux peut-être parler de l'enjeu qu'on a au niveau comme employeur, là, d'un point de vue quand même employeur, parce que un étudiant qui va avoir sorti ou qui va avoir... justement, utiliser l'intelligence artificielle tout le long de son cursus. Malheureusement, rapidement, on va s'en rendre compte assez vite dans le milieu du travail parce que de se poser des questions, tout ça. Il y a des passages obligés pour devenir un bon architecte. Je pense que comme employeur, il faut rentrer l'intelligence artificielle, mais la contrôler et tester ou en tout cas s'assurer que justement, les jeunes qui sortent de l'école, ils se cassent la tête puis qu'ils se questionnent sur mon plan et tout ça. Faut éviter d'utiliser ou de tomber dans la facilité, mais malheureusement, il faut quand même l'adopter, cette facilité-là. Un jeune qui a la volonté de se questionner sur un projet, puis sur la qualité de son projet, puis de le faire par lui-même, c'est juste ça qu'il faut leur faire comprendre, selon moi. Il faut qu'ils se responsabilisent, parce que sinon, si ça devient facile de faire des plans, des itérations de 8 plans, puis de ne pas trop se poser de questions... Mais ça va arriver et très rapidement. Donc, oui. Puis on sait que les universités, c'est ça, là, on parlait un d'accréditation ici et ça, ça prend un certain temps avant de pouvoir... donc, ça va arriver plus vite que l'accréditation, plus vite que l'évolution des formations. Il faut revenir au rôle de l'architecte. C'est quoi la plus-value? Qu'est-ce qui ne sera pas transformable par une machine? Puis il y a une sensibilité. Le travail de l'architecture, d'un architecte, il y a tellement de compromis à faire, budget. Il y a tellement de questions qu'on se pose à chaque geste qu'on fait que ça ne se remplacera pas magiquement. Là, après ça, c'est la qualité. C'est leur faire comprendre que la qualité va venir quand même de ton propre esprit critique sur ce que tu fais. Donc ça, c'est génial. J'adore ce que tu viens de dire parce que finalement, ça fait partie d'un rôle fondamental pour les écoles d'architecture. C'est former à la pensée critique et c'est vraiment essentiel. Je sais, Anne, tu voulais parler de la question de la recherche dans le parcours universitaire ou dans le parcours de formation de l'architecte. Le rôle des professeurs, c'est à la fois l'enseignement et la recherche. Les étudiants, ils ont des occasions de travailler pour des chercheurs, d'être auxiliaires de recherche, de bénéficier finalement par les enseignements du travail de recherche que les professeurs font. Donc, il y a quand même cet univers qui est assez large au niveau de l'université et ça devient de plus en plus important en architecture parce que quand j'ai commencé, la question de la recherche, c'était pas quelque chose de très, très clair. La recherche dans la discipline d'architecture, c'était assez limité. Bon, j'ai eu un professeur assez extraordinaire, Peter Collins, qui était un historien, un théoricien qui était tout à fait exceptionnel, mais la recherche dans la discipline de l'architecture était relativement limitée, alors qu'aujourd'hui... Bon, elle explose, il y a des chaires de recherche qui se multiplient. Exactement. Donc, ça ajoute au contexte global des études en architecture en milieu universitaire. Julien? En fait, ce que je trouve, c'est que j'ai abondé dans le même sens que toi, que je trouve ça vient mettre en perspective le fait qu'au début du bac, c'est normal que ce soit un peu comme ça, mais la formation est beaucoup orientée un peu plus autour d'une démarche d'artiste, quelque chose de très personnel. Quand la recherche commence à intégrer le parcours, là, tout d'un coup, on comprend que il y a un sens. L'architecture peut servir à quelque chose. La réflexion architecturale peut aider à se poser des bonnes questions, puis même à apporter des solutions, puis des éléments de réponse. Il faut que le pont soit fait avec le marché, idéalement, quand cette recherche-là a quand même un certain pont avec des problématiques vécues réellement dans le domaine. C'est là qu'on est doublement gagnant. D'avoir un mélange de recherche appliquée et théorique. Il faut profiter de cette synergie-là qui peut être créée. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un pont entre le marché de la construction au Québec, c'est quoi les enjeux qui sont vécus tout le temps, ou c'est quoi qui s'en viennent, parce que c'est dans le marché qu'on voit tout ce qui s'en vient aussi au Québec spécifiquement. Puis l'université, eux autres, ils voient ce qui se passe de manière globale dans le domaine. Donc, comment s'assurer que les recherches qui sont faites par des jeunes dans leur formation, peuvent servir en même temps aussi au marché à avancer, de faire un lien encore plus direct. Et là, on arrive à la... question de Greg. Là, il va falloir qu'on trouve un nom, Greg. Là. La question qui il y a un thème musical. Il y a un thème musical, quelque chose. On va trouver quelque chose. Mais là, Greg a une bonne question pour vous. Ben oui, en fait, on en a parlé un peu plus tôt,
Mais les échanges étudiants, ça peut faire partie du parcours. C'est pas obligatoire. Il y en a plusieurs qui le font. Il y a des alternatives aussi. Il y a l'atelier Hors les murs à l'Université de Montréal qui permet de faire un atelier à l'extérieur durant un été. Est-ce que ces échanges-là sont pertinents? Est-ce qu'on devrait encourager les gens à partir une année à l'étranger, à la 3e année généralement, ou est-ce que vaut mieux les garder à l'école puis s'assurer de l'enseignement qu'on donne? On a plein de sourires autour de la table. J'aime ça. Allez-y, gênez-vous pas. Là. Il y a 2 types de réponses. Il y a la réponse professionnelle et la réponse, disons, parcours personnel. Parce que je pense qu'il y a quand même tout individu qui va voir ailleurs s'ouvre l'esprit. Donc, tu sais, je pense que dans notre domaine, on parle beaucoup, l'architecte, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui doit avoir de l'ouverture d'esprit. Donc, tu sais, pour moi, de sortir... générale. Ouais. C'est ça, de sortir de chez soi, puis de s'exposer, de voir ce qui se fait ailleurs et tout. Puis de sortir de ses pantoufles. Je pense que ça, c'est clair que pour un cheminement personnel de quiconque, c'est sûr, c'est bon. Mais c'est sûr que pour je peux me mettre dans la place... Tu sais, on a tellement un cursus, on essaie de rentrer un carré dans un triangle. Là. On a beaucoup de choses à faire apprendre aux jeunes rapidement pour essayer de les rendre le plus... Surtout avec la pénurie qu'on vit, on a besoin là, en ce moment de gens efficaces rapidement. Fait que, c'est sûr que si on y va de manière plus pragmatique, c'est quand même une année qui est très bonne pour développer l'esprit critique personnel et tout. Tu te rends compte que ça peut être une année plus ralentie au niveau des apprentissages, mais ça enlève... Mais... Non, je suis pas d'accord. On a désolé. Mais non, mais... Vraiment pas. Je crois pas qu'il y ait un pas de recul. Oui, c'est une expérience qui est différente. Mais on s'assure quand même que... Puis c'est sûr que tout n'est pas égal. Il y a des écoles où l'encadrement va être un petit peu plus limité qu'à d'autres, mais ce sont des années où les étudiants font deux ateliers, font des cours. Et en plus de ça... ils sont dans d'autres villes et visitent d'autres villes et visitent d'autres projets et ont toutes sortes d'occasions. Donc, architecturalement, c'est une grande éducation. Mais j'ai envie de dire que c'est même positif. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai envie de dire que c'est même positif d'un point de vue professionnel. Puis de la façon que je l'ai vécu, j'ai fait un échange à l'Université Laval. J'avais quand même l'impression qu'il y avait une espèce de course à l'atteinte des critères pédagogiques, critères académiques dans les 2 premières années. Parce que la 3e année, on avait un peu moins de contrôle sur ce que... Mais en même temps, on dit qu'il y a moins de contrôle. Il y a quand même des ententes avec les autres écoles au niveau des critères pédagogiques. Donc, on ne va pas n'importe où non plus faire n'importe quoi. Puis cette acquisition-là de connaissances générales au niveau de l'architecture, d'aller visiter des lieux qu'on n'a pas la chance de visiter, bien ça, je pense que ça nourrit de façon... Tout à fait. C'est un beau sujet. Puis en fait, la question de l'internationalisation, je pense qu'en architecture, en particulier, je pense que dans toutes les disciplines, c'est important parce que c'est une ouverture sur le monde, mais en architecture, en plus, il y a la question de voir toutes sortes de villes, d'architecture, d'expérimenter en temps réel. On nous apprend à être sensible, puis c'est comme si là Exactement, on en pratique. Donc, c'est hyper important. Chez nous, tout le monde ne part pas en échange international, donc on essaie d'offrir une variété d'expériences. Donc, il y a quand même plusieurs voyages d'études qui sont organisés à différents moments. Puis, ça peut être des voyages d'études au Québec, comme ça peut être des voyages d'études plus éloignés. Un peu partout, ouais. Il y a aussi, les hors les murs. Puis, cette année, la directrice a réussi est en train de réussir à faire en sorte qu'il y ait 2 hors les murs qui se tiennent, donc un en Italie et un au Japon. Il y a aussi l'apport de professeurs de l'international qui est également très enrichissant. Donc oui, cette internationalisation, elle est hyper importante, hyper formatrice. Et elle peut prendre différentes formes. On a parlé de l'importance du stage. En fait, 2/5 de la formation est sur le terrain, disait Anne. Je sais que Julien, toi, tu as travaillé un peu là-dessus. En tout cas, tu as une réflexion sur le stage. En fait, je serais curieux de t'entendre. Puis est-ce qu'on peut dire que tous les stages se valent dans le milieu? Franchement, je pense que non. Je trouve que bien que ce soit très normé en ce moment-là, c'est drôle parce que je suggère souvent que le stage devrait être plus encadré. Puis quand on regarde le programme de stage en architecture, c'est déjà très, très encadré.
du moins, il y a une allure d'encadrement. C'est ce que j'oserais dire. Mais du fait que tout le monde peut se lance dans le stage de façon très, très organique et souvent un peu désorganisée, ben c'est ça. L'acquisition des apprentissages ne se fait pas toujours dans le même ordre, peut-être pas toujours de la bonne façon. Je pense qu'il y a un problème de communication encore, puis d'engagement des maîtres de stage envers la formation à ce niveau-là. À titre d'exemple, dans le PSA, le programme de stage en architecture, la description du maître de stage fait à peu près un paragraphe, puis c'est mentionné en introduction, c'est de la responsabilité du stagiaire d'aller chercher la documentation et de la transmettre à son maître de stage. Donc, en partant, quand c'est ton employeur qui est déjà très, très occupé, ça peut être... on n'est pas dans des conditions facilitantes pour encourager un engagement des deux parties dans ce processus de formation-là. Donc, est-ce qu'il devrait y avoir une accréditation pour les milieux de stage? Je crois sincèrement que oui. Puis ce genre de formation-là, pour plein de raisons, il y a eu des réticences quand on a eu ces discussions-là à l'OAQ. Je pense qu'une des principales craintes, c'était que ça pourrait freiner l'emploi de candidats à la profession dans les bureaux. Parce qu'il y aurait trop de paperasse à remplir et tout ça. OK, donc. Mais personnellement, je ne la comprends pas, cette crainte-là, parce que, cette formation-là qui serait requise pour être accréditée, c'est la formation continue qui s'en passerait. Ça pourrait être reconnu comme la formation continue, puis qui se passerait des candidats à la profession. Tous les bureaux en ont besoin. Donc, je pense qu'il faut se donner les outils et les moyens qu'on a besoin pour s'assurer que le stage soit efficace, soit stimulant, soit un moment agréable pour les stagiaires. J'ai souvent envie de dire célébrer le stage. Le mot est peut-être un peu fort, mais du moins d'en faire un moment intéressant, agréable et stimulant. J'ai quand même l'impression que les candidats à la profession commencent leur stage en travaillant. Puis ils réalisent plus qu'ils avancent là-dedans que c'est un stage qu'ils font. Puis à l'arrivée des examens, OK, il y a des apprentissages qui se font, mais je pense qu'il faut en parler plus. Puis il faut qu'il y ait un engagement là, dans les bureaux autour de ce processus-là. Pour vrai, l'accréditation, je trouve que c'est une très bonne idée, mais je peux comprendre le point que si c'est compliqué pour des employeurs d'obtenir l'accréditation, il y a deux facettes. Il y a les bureaux qui seront peut-être pas en mesure, qui ont un besoin d'engager des candidats parce qu'ils ont peut-être, niveau monétairement, ne sont pas capables de se payer pour des architectes intermédiaires et plus, des salaires un peu plus bas parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir 4 architectes seniors qui travaillent pour eux. Donc, c'est sûr qu'il y a cet enjeu-là. Puis de l'autre côté, nous, on fait beaucoup de formations. T'sais, nous, on a mis en place un Prisme Academy. Donc, on a comme vraiment une plateforme web avec les formations, toutes les formations qui sont faites, les midis qui sont faites de formation de comment faire des relevés, de comment coter des plans. On les a, ils peuvent avoir accès, mais c'est de l'investissement de l'employeur. Fait que, tu sais, il faut quand même reconnaître que les employeurs ont quand même un investissement à faire pour former des bons stagiaires, des candidats à la profession, mais il faut s'assurer aussi d'avoir un certain retour. Donc, tu sais, si on va là, j'ai l'impression qu'il faut encadrer de manière davantage puis avoir une certaine... que ce soit pas une trop grosse accréditation non plus. C'est ça. Je pense que c'est quelque chose d'assez léger qui permet juste à tout le monde de bien comprendre les responsabilités. Oui. Puis, c'est peut-être pas quelque chose de très compliqué. Non, exactement. Puis je trouve ça intéressant que tu parles du retour parce que c'est certain que pour un employeur, on va penser le retour, est-ce qu'il va avoir une rétention? C'est sûr que c'est la première chose à laquelle un employeur peut penser. Mais ça, j'y crois sincèrement. Quand on s'engage activement dans un mentorat, les deux gagnent. Ben oui. Les candidats à la profession gagnent, mais aussi nous, de se faire challenger, de se faire poser des questions. C'est beaucoup plus une relation de co-développement réciproque que tout simplement on donne. Je pense que des fois, on ne le réalise pas. Il s'agit d'y mettre le temps. Tout à fait. Puis je salue ces initiatives-là comme Prisme Academy. Journal Lamar-Pratt, depuis 2 ans, j'ai eu la chance, ayant beaucoup réfléchi au stage, de proposer des programmes de mentorat, puis les patrons embarqués là-dedans. Donc, ces initiatives-là, j'ai l'impression qu'on n'est pas les seuls à le faire. Non. Puis si l'ordre aussi pouvait les souligner, les communiquer, donner des bons exemples de c'est quoi être un bon milieu de stage pour des candidats à la profession. Mais je pense que c'est un changement de culture là, qui peut s'opérer. Ben oui. En terminant, on a eu quand même, je pense, une très belle discussion. On a évoqué plusieurs points, formation, stage et autres. Je serais curieux de vous entendre. Là. Donc, si on avait résumé un peu la conversation, comment on améliore la formation demain matin ou dans ces prochaines années, quand reviendra le temps de faire accréditer l'Université de Montréal ou Laval ou McGill, qu'est-ce qu'on change en premier ou comment on l'améliore, la formation, le premier élément pour vous qui serait prioritaire? Bien, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est qu'on a la vision. Anne nous a amené, il y a plusieurs points qu'on a soulevés, que c'est déjà le cas.
Donc, d'un, il faut comprendre, je pense, avant de critiquer, il faut s'assurer de parler, peut-être de se parler un peu plus. Le milieu, je pense, les exigences du milieu du travail, peut-être. Puis nous, moi, dans la PPQ, je l'avais recommandé. J'ai dit, avant faut vraiment parler davantage un peu ce qui est attendu dans la pratique, puis ce qui est fait par le milieu académique, de justement s'assurer de bien comprendre la réalité de chacun. Puis après ça, on va pouvoir justement beaucoup plus trouver des solutions concrètes. Fait que demain matin, je ne sais pas c'est quoi la solution, mais je pense la communication, la collaboration. Puis même moi, j'avais mentionné, on voyait la pénurie qui s'en venait de quantité d'architectes. On a besoin d'architectes, mais il faut que les universités soient en mesure de peut-être même former plus d'architectes. Donc, tout ce travail-là de collaboration, de communication entre le marché et l'université, tout le monde va gagner parce qu'on va voir venir les vagues, on va avoir plus d'étudiants qui vont sortir de l'école. Comprendre c'est quoi la réalité quand tu sors de l'école, c'est combien qui s'en vont à faire leur examen réellement après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans. De sortir les statistiques réelles entre le début, la fin du parcours, qu'est-ce qui s'en va au marché du travail, puis sortir ces données-là, on va devenir beaucoup plus proactif, puis on va voir venir les enjeux beaucoup plus facilement. Fait que je pense qu'il y a comme des ponts à créer un petit peu plus entre la pratique, au lieu de se voir comme un après l'autre. On se voit vraiment plus comment on peut être complémentaires un dans l'autre, puis justement valoriser un peu les bonnes pratiques qui sont faites de part et d'autre et de comprendre finalement. Anne? Bien évidemment, je suis tout à fait pour le dialogue entre l'enseignement et la pratique, et puis cette perspective de former davantage de futurs architectes. Je crois qu'il faut y réfléchir. On admet, je crois, 1 sur 8 candidats. Est-ce qu'on ne devrait pas agrandir la faculté de l'aménagement pour augmenter le nombre d'étudiants à l'école d'architecture? C'est juste à dire, parce que les enjeux d'argent, de capacité, c'est complexe comme ça. C'est une très bonne piste. Très bonne piste. Je l'ai dit, les architectes sont exceptionnels au Québec. Fait que ça en prend plus. Bien, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de créer des ponts, mais disons, je pense que du jour au lendemain, mettons, qu'est-ce qu'on améliore? Bien, je maintiens ma marotte, c'est le stage. Je pense qu'il faut absolument plancher là-dessus. Puis un point que j'ai peut-être moins abordé, c'est l'implication de la relève. Des jeunes, des architectes qui ont récemment obtenu leur permis de pratique. Il y a encore la règle que pour être maître de stage, on doit avoir au minimum 5 ans d'expérience comme architecte. On peut sceller des plans de bâtiment, mais on ne peut pas former un candidat à la profession. Cet aspect-là, pour moi, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Puis je pense qu'il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui vienne passer à travers le processus pour aider quelqu'un qui est en train de passer à travers. Donc, je pense qu'il y a des bonnes pistes là-dedans. Là. Tu sais, la notion, je pense quand même que d'avoir une exigence de 5 ans, ce que ça fait, c'est que ça amène 2 visions différentes. Parce que si tu sors de ton processus puis tu mentors celui d'après, tu n'as pas le petit clash intergénérationnel ou expérientiel différent. Fait que d'avoir une certaine distance entre le patron et le stagiaire, pour moi, c'est quand même bon parce que ça t'amène une vision. Parce que sinon, ça serait peut-être d'un an à l'autre. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'en fait, idéalement, ça prendrait toutes ces rencontres-là pour s'assurer qu'on a une formation qui est adéquate. Oui. Je veux vous remercier les 3. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Et je pense que c'était quand même très... en tout cas, ça va alimenter, je pense, bien des réflexions auprès de nos chers abonnés, auditeurs de ce balado. Donc, Anne Cormier, Christelle Flamand, Julien Landry, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci également à Outil, notre partenaire dans cette aventure Autre Perspective. Et on vous invite évidemment à vous abonner. Merci Greg aussi. Merci. Merci mon cher Greg. On vous invite à vous abonner à l'infolette de Collectif, évidemment, pour suivre nos épisodes du balado et bien plus encore. On a plein de nouvelles, on a plein de choses à vous annoncer. Alors, abonnez-vous à l'infolette de Collectif. Bye bye!